Olivier Noblecourt, bonjour. Bonjour. Au sein de la société d'investissement Meridiam, vous êtes le directeur de l'investissement local durable, mais avant cela, c'est tout votre parcours qui fait que nous avons particulièrement envie de vous entendre sur ce sujet de l'investissement. Vous avez été élu local, membre de la commission Baquet-Meshmash en 2013 et délégué interministériel pour la lutte contre la pauvreté. Un parcours qui témoigne d'un engagement au long cours en faveur de l'intérêt général et de la réduction des inégalités, au bénéfice notamment des habitants des quartiers populaires. C'est à vous pour cette keynote. Merci, bonjour à toutes et à tous, j'espère qu'on m'entend bien. Donc, ravi de vous retrouver pour vous parler d'investissement. Comme vous l'avez dit, j'ai la chance d'avoir eu un parcours assez diversifié, à la fois habitant et élu local, et puis dans des responsabilités à la fois d'État et ensuite dans le monde de l'investissement. Et ça m'a permis d'acquérir un certain nombre de convictions sur la politique de la ville, qui est un secteur dans lequel je gravite depuis un peu plus de 25 ans. Le premier, il ne va pas vous surprendre, c'est qu'on a un déficit d'investissement dans les quartiers populaires sur les grandes infrastructures publiques, sur les grands services sociaux, qui est chronique, qui est endémique et qui tente à s'aggraver, avec quand même un sujet qui nous rappelle l'urgence quotidienne d'investir sur ces infrastructures-là, c'est que c'est bien dans les lieux de la vie sociale, et ça c'est ce que j'ai pu éprouver et comprendre en tant qu'élu et en tant qu'habitant, c'est bien dans les lieux de la vie sociale que se permettent les politiques publiques qui font la mixité et qui font l'accès aux droits. J'ai été élu à Grenoble, qui est la ville du laboratoire Audenor, qui a travaillé sur le non-recours aux droits et aux services. Si on laisse les équipements sociaux sortir des quartiers populaires, on fait reculer l'accès aux droits, on fait reculer la capacité des habitants à se croiser, quels que soient leurs milieux sociaux et leurs origines. On fait reculer la capacité à intégrer dans le tissu urbain de l'ensemble d'une ville ou d'une métropole les quartiers populaires. Bref, on renforce les mécanismes de séparation ou de ségrégation. Donc il y a une urgence à investir et on sait tous, malheureusement, puisque ici on a de l'expérience dans le monde de la politique de la ville, qu'à l'inverse de ce que préconisait le rapport du Bedou en 82, la politique de la ville n'a pas ajouté un droit spécifique au droit commun, elle a plutôt substitué un droit minoré au droit commun de plus en plus. Et ça s'est traduit par ce sous-investissement qui aujourd'hui vraiment est un problème d'autant plus important, que c'est mon deuxième constat, que j'ai observé, je le dis de manière un peu crue et brutale, et c'est en aucun cas un jugement sur les politiques locales qui sont menées et même sur les intentions et les politiques nationales, mais c'est qu'on constate tous qu'il y a une impuissance publique croissante à endiguer cette pente-là. Qu'en fait, quels que soient les efforts des uns et des autres, quels que soient les mérites de collectivités qui se débattent sous les problèmes budgétaires, les initiatives nationales qui peuvent être prises, en fait, tout cela recule. J'ai dirigé le cabinet de Najat Vallaud-Belkacem à l'Éducation nationale. On a piloté 82 expérimentations pour la mixité sociale. On a réussi, dans une vingtaine de secteurs, à faire progresser la mixité. Est-ce qu'il y a eu une continuité de politique publique qui a permis derrière le passage à l'échelle de ces expérimentations? Est-ce qu'on a pu se servir des enseignements attestés par les meilleurs spécialistes scientifiques de ces expérimentations? La réponse est non. J'ai été délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté. On a impulsé des politiques publiques, je pense, utiles, jamais pleinement satisfaisantes. Il y a toujours beaucoup d'humilité à avoir dans ce champ. Mais on voit bien aujourd'hui la limite des plans ministériels successifs, des appels à projets, des AMI, de cette précarisation permanente des acteurs de la politique de la ville, qui font que progressivement, il y a un discours de désenchantement qui gagne sur la politique de la ville. Il y a non seulement le discours scandaleux consistant à considérer qu'on aurait déversé des tonnes d'argent public dans ces quartiers, ce qui est parfaitement faux, mais ça on le sait tous, mais il y a aussi celui qui consisterait à dire que ça ne sert à rien. Or, rien n'est plus faux, justement. Vous savez, nous savons, ceux qui travaillons et qui vivons dans les quartiers, qu'au contraire, ça marche. Dès qu'on investit dans les quartiers, dans les infrastructures sociales, dans les services d'accompagnement des personnes, il y a des miracles quotidiens qui se produisent chaque semaine. Et tous les travailleurs sociaux, tous les éducateurs savent que derrière le discours général de désenchantement et de défaite, il y a des réalités quotidiennes qui sont bien plus belles et bien plus fortes. Et donc investir dans ces services-là, c'est redonner de la force à ceux qui sont aujourd'hui dans la première ligne de front du travail social, de l'éducation. Il faut redire fortement qu'investir, c'est un acte de confiance dans le travail quotidien de ceux qui font vivre aujourd'hui les services sociaux, les services publics dans les quartiers. La troisième conviction, c'est qu'on ne peut penser les enjeux d'investissement dans les quartiers que si on le fait dans une logique de temps long et en aidant les acteurs qui sont déjà présents, c'est-à-dire essentiellement les acteurs publics et ceux de l'économie sociale et solidaire.
ce n'est pas en cherchant à implanter de nouveaux acteurs totalement exogènes au quartier qu'on réussit à transformer les réalités quotidiennes. Ce dont on a besoin, c'est de muscler ceux qui sont déjà présents et de renforcer les structures gestionnaires de services d'accompagnement des personnes, de services sociaux, de services éducatifs. Je ne me répète pas. Et donc, il y a nécessité de donner de la visibilité de long terme aux acteurs gestionnaires, aux opérateurs des services dans les quartiers populaires. Et c'est ce qui explique qu'en matière d'investissement dans les infrastructures des quartiers populaires, les modèles lucratifs traditionnels ne sont pas adaptés. Ils ne sont pas adaptés parce que les modèles traditionnels, ils sont basés généralement sur deux grands types de valorisation. Soit vous imaginez que vous allez investir dans une entreprise et revendre des parts, ce qu'on appelle le private equity, et cet investissement-là, c'est un investissement de court terme qui vise à faire le maximum de rentabilité sur le temps le plus court possible. Et évidemment, c'est très largement incompatible avec la réalité des quartiers populaires, où au contraire, il faut avoir l'humilité du temps long et de l'inscription dans la réalité du territoire. Il y a un autre modèle qui est le modèle immobilier. Ce modèle immobilier, il peut fonctionner, notamment dans les opérations NPNRU, parce qu'il y a des dynamiques globales de création de valeur, évidemment, qui se font au long cours sur les quartiers. Mais il est néanmoins fondé sur une logique de revente d'actifs immobiliers, et donc sur un pari, qui est un pari risqué, qui est celui que l'actif qu'on va construire aura une valeur beaucoup plus importante dans 15 ou 20 ans. Si vous êtes uniquement sur ce démodèle-là, vous comprenez pourquoi, ça fait 20 ans, qu'en dépit d'efforts multiples et variés, on peine à investir réellement dans les quartiers populaires parce que tout simplement, ces modèles ne sont pas adaptés. Et donc, ce que je veux porter devant vous aujourd'hui, c'est une proposition alternative pour sortir un peu de ce sentiment d'empêchement collectif. On n'y arrive pas, on n'y arrive plus. On se tape la tête contre les murs et on a l'impression que les outils qu'on a entre les mains sont devenus inadaptés aux réalités qu'on affronte. Ce modèle d'infrastructure, c'est celui qu'on porte aujourd'hui et je veux les saluer avec le fonds de co-investissement de l'ANRU qui a permis que ce modèle soit pris en compte, qu'on porte avec la société pour laquelle je travaille qui fait de l'infrastructure publique qui s'appelle Meridiam, qu'on porte avec la Caisse des dépôts, la Banque des territoires et qu'on porte avec des consortiums, je vais y revenir, d'économie sociale et solidaire, des consortiums de gestionnaires, mutualistes, associatifs qui s'engagent. Alors, une fois qu'on a en commun cette conviction qu'il faut investir dans des infrastructures sociales, dans des crèches, dans des centres de santé, dans des centres de formation, dans des lieux pour l'éducation populaire, des MJC, des maisons de l'enfance, des cités éducatives, etc. Les lieux sur la santé mentale, pour reprendre un sujet d'actualité évidemment. Il y a des cadres qui permettent ou pas à des investisseurs de venir. Étant entendu, il faut être clair, qu'on a tous conscience que l'investissement 100% public aujourd'hui va avoir du mal à fonctionner parce qu'il y a évidemment une pénurie d'argent public et puis parce qu'il y a un côté absurde à vouloir ne mobiliser que de l'argent public dans l'investissement. Je m'explique. Aujourd'hui, nous avons en France un encours d'épargne privée qui est supérieur à 6 000 milliards. Il y a 6 000 milliards d'épargne qui sont les épargnes des Français, de l'épargne populaire pour la plupart. Et sur ces 6 000 milliards, une fraction dérisoire est aujourd'hui consacrée aux besoins des populations et des territoires les plus vulnérables. Le ministre de l'économie disait dans le cadre d'une démarche européenne il y a quelques jours, je l'entendais à la télé, évoquer 35 000 milliards d'encours d'épargne en Europe, dont un tiers partirait aux États-Unis. Je ne connais pas le chiffre sur les 6 000 milliards français, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, cette épargne, qui représente 2 fois la dette de l'État, dès qu'on est dans les grands chiffres, on se noie un peu tous, mais 6 000 milliards, c'est le double de la dette de l'État aujourd'hui. Aujourd'hui, cette épargne, ce qui est certain, c'est qu'elle ne bénéficie pas aux quartiers populaires. Si on arrive à capter une fraction de cette épargne pour financer les besoins en équipements sociaux des quartiers populaires, je peux vous garantir qu'on va régler une partie du problème. En tout cas, on va donner des outils aux acteurs dans les territoires pour agir et pour travailler, y compris sur le long terme. Et donc, il faut capter cette épargne privée. Il faut être en capacité de faire un effet levier avec l'argent public, ce que sait très bien faire le fonds de co-investissement de l'ANRU, et il faut créer des nouveaux modèles. Première condition pour que ça fonctionne, c'est qu'évidemment, et je m'adresse là aux décideurs de politique publique qui sont dans la salle, c'est qu'il faut créer un cadre dans lequel le fonctionnement des acteurs tient compte des réalités des quartiers populaires. Je prends l'exemple des crèches, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Nous avons créé, c'était dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, des bonus pour prendre en compte la réalité des quartiers populaires et essayer de rattraper ce retard inacceptable d'équipement des crèches
dans les quartiers populaires. Vous savez qu'en France, plus les enfants sont en situation de pauvreté, moins ils ont accès aux crèches. Alors que plus ils sont en situation de pauvreté, plus l'accès à une crèche peut changer leur vie, à la fois sur leur développement personnel cognitif, sur leur confiance dans les institutions. Aller à la crèche très jeune, c'est aussi avoir des mamans qui s'habituent à parler des enfants avec les éducateurs très jeunes. Ça a des conséquences sur le rapport à l'école, sur la confiance dans les institutions. Tout ça, ça se construit très jeune. C'est des sujets d'actualité extrêmement urgents et ça fait que les crèches sont l'équipement probablement le plus rentable, entre guillemets, en termes d'impact social. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est James Heckman, un prix Nobel d'économie, ou Esther Duflo, plus proche de nous. Aujourd'hui, il n'y a pas de crèche en QPV, ou très peu. En tout cas, il y a un sous-équipement chronique. Et donc, pour pouvoir investir et pour permettre aux acteurs de s'y retrouver, on a créé un bonus mixité sociale et un bonus territoire qui permet de majorer les crédits de fonctionnement des crèches en QPV. Tenir compte de surencadrement pour prendre plus de temps pour parler avec les parents, tenir compte du fait que les taux d'occupation initiaux seront forcément un petit peu plus bas parce qu'il y a une demande des familles qui est moins exprimée initialement, etc. Ce type de dispositif, qui n'existe pas, par exemple, ou insuffisamment dans la santé, c'est ce qui doit permettre de donner du confort aux gestionnaires pour s'engager sur le long terme dans la gestion et sortir de la précarité que j'évoquais tout à l'heure et sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est votre quotidien, vous le connaissez parfaitement, mais j'insiste là-dessus. Si on ne commence pas en préalable par recréer un droit spécifique supplémentaire au droit commun pour les structures sociales des quartiers, ça ne sert à rien de parler d'investissement, parce que sans robustesse des gestionnaires et des opérateurs, on n'y arrivera pas. Donc c'est la première condition sine qua non. La deuxième, c'est que plutôt que d'essayer à tout prix de donner des subventions d'investissement ou de faire à chaque fois de l'autofinancement public, eh bien, il faut essayer d'apporter des garanties. C'est un sujet qu'on évoque assez peu dans le monde social, parce que ça apparaît comme un sujet un peu financier. Mais la garantie d'une collectivité, c'est assez banal hein, dans le logement social. Chacun sait aujourd'hui que les constructions de logements sociaux se font avec des garanties et de l'État et des collectivités, avec en contrepartie ce fameux contingent qui fait débat aujourd'hui parfois entre les collectivités et l'État. J'ai été élu en charge du logement dans la métropole grenobloise. Je connais bien ces sujets. Ces garanties, elles sont sous-utilisées aujourd'hui dans les équipements sociaux. Or, elles peuvent permettre de garantir 50% de la dette pour des équipements sociaux. Imaginez que l'État décide dans un dispositif national d'apporter les 50% manquants. Vous avez là un effet levier pour des investisseurs privés qui facilitera grandement leur investissement. On a un programme européen aujourd'hui qui préfigure ce type de garantie. Ça s'appelle InvestEU. C'était le plan de relance de l'Union européenne qui s'est déployé sur les 3 dernières années, qui est porté par la Banque des territoires au niveau national et qui apporte des garanties, et ça c'est très positif. Mais on pourrait imaginer demain que l'État décide de garantir la dette pour tous les projets qui s'investissent dans les QPV avec un cadre très contraignant, uniquement si vous investissez sur le très long terme, uniquement si vous vous inscrivez dans des politiques publiques essentielles, accès à la santé, accès à l'éducation, éducation populaire, seniors, prise en charge des seniors, service à la personne, uniquement si ces équipements sont gérés par des gestionnaires de l'économie sociale et solidaire à but non lucratif pour renforcer le secteur de l'économie sociale et solidaire dans les quartiers, uniquement s'il y a un rendement financier modéré. Il n'est pas question de faire des culbutes financières sur les quartiers populaires. Et évidemment, avec une mesure d'impact transparente, publique et une transparence absolue sur les flux financiers. Un tel dispositif serait très peu coûteux pour l'argent public de l'État, parce que contrairement à la réputation qu'on veut leur faire, les acteurs des quartiers populaires savent gérer l'argent public et en sont très économes, ils ont l'habitude de gérer la pénurie, donc il n'y aura pas beaucoup de sinistralité. Par contre, il y a un effet levier sur l'investissement privé qui peut être tout à fait massif, et je veux juste l'illustrer pour conclure cette intervention avec 2 véhicules que nous avons créés, avec le Fonds de co-investissement de l'ANRU, avec la Caisse des dépôts et avec des consortiums d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Un consortium qui s'appelle Ici Enfance, pour faire des crèches dans les quartiers populaires, exclusivement dans les quartiers populaires, exclusivement des crèches en prestation de services uniques, accessibles à toutes les familles, quels que soient leurs revenus. Et sur des modèles de long terme, nous nous engageons pendant 30 ans à construire des crèches confiées à des gestionnaires de l'économie sociale et solidaire, avec, dès lors que nous sommes sur un foncier public, un retour à propriété publique pour la collectivité municipale. Donc on construit gratuitement pour la mairie une crèche qui va intégrer le patrimoine public, et nous confions pendant 30 ans à des gestionnaires la gestion de la crèche avec un mode classique
de subventions annuelles entre la collectivité et la crèche. On revient à des modes de financement traditionnels et on n'est pas dans les logiques de mise en concurrence qu'on a dans les DSP, où à la fin, le marché s'attribue sur du moins 10 ans et sur des compétitions sur le prix. Et on a pu voir dans le secteur lucratif combien cette logique était mortifère. Ces collectifs, ils rassemblent pour les crèches la Mutualité française, Léo Lagrange, l'association marseillaise Synergie Family, la Fondation des apprentis d'Auteuil et Crescendo du groupe SOS. Et pour les centres de santé, puisque nous avons un autre consortium qui fait des centres de santé, la Fédération nationale des centres de santé, et là encore la Mutualité française, avec aussi des partenariats. Nous sommes en train d'en finaliser un avec des hôpitaux publics, comme l'APHM à Marseille, pour déployer des centres de santé en partenariat avec la ville. Ces consortiums, ils permettent de financer avec de l'épargne privée et publique la construction des équipements sociaux dans les quartiers, de restituer ces équipements sociaux aux collectivités publiques et de confier ces équipements à des gestionnaires ESS pendant 30 ans. Ça ne coûte pas 1 euro d'investissement aux collectivités locales, ça mobilise le droit commun des financements des branches de la sécurité sociale, la branche famille pour les crèches, la branche maladie pour les centres de santé, et ça crée un mouvement et une dynamique où on peut essayer d'inverser cette pente du désenchantement et du désinvestissement qu'on a pu constater ces dernières années. On porte cette conviction très forte qu'on peut combattre ce sentiment d'empêchement collectif que j'évoquais et qu'investir dans les quartiers peut être aujourd'hui quelque chose qui soit profitable à condition de savoir créer les bonnes alliances. Des alliances avec ceux qui savent mobiliser l'épargne privée, je l'évoquais, ceux qui savent gérer avec l'exigence nécessaire les investissements publics, et puis ceux qui savent porter au quotidien la qualité de service auprès des habitants, qui sont les gestionnaires de l'économie sociale et solidaire et les gestionnaires publics. Je crois que c'est avec ces alliances-là qu'on répondra aux défis de l'investissement dans les quartiers, et je vous invite à nous rejoindre dans ces 2 consortiums, ici Enfance, ici Santé. Ces consortiums existent, les sociétés sont créées et on a des équipes aujourd'hui qui sont mobilisées pour déployer dans vos territoires, si vous le souhaitez, des crèches, des centres de santé pour les populations qui en ont le plus besoin. Merci à toutes et à tous de m'avoir permis cette prise de parole.